Intervention d'urgence pour ces policiers coréens. Mais soudain, la nacelle s'effondre. Séoul, Corée du Sud, 23 décembre 98. Des dissidents bouddhistes occupent un temple en plein centre-ville pour faire entendre leurs revendications. La police anti-émeute est sur place. Ils ont ordre de les expulser. Pour pénétrer dans le temple par les étages, les policiers montent sur une nacelle. Mais très vite, c'est l'accident. Alors que s'est-il passé ? Nous voyons sur ces images qu'ils utilisent l'échelle pour accéder aux étages par l'extérieur. Ils sont environ une quinzaine de mètres et ils vont chuter parce que d'une part, ils sont trop nombreux à l'intérieur de la nacelle et ensuite, la nacelle est montée trop vite. Par chance, et malgré la violence de la chute, aucun policier n'a été grièvement blessé. Mais il semblerait que cette nacelle n'ait pas été destinée à supporter des hommes. Là, sur ce type de matériel, c'est plutôt un matériel de type anglo-saxon, c'est-à-dire un élévateur qui sert normalement plutôt à monter du matériel, alors que nous utilisons des échelles avec une nacelle intégrée qui est solidaire du parc échelle. En France, toutes les précautions sont prises pour que ce genre d'accident ne se produise pas. Donc nous ne pourrions sans doute pas avoir ce type d'accident parce que nous n'utilisons pas l'échelle aérienne de la même façon, soit aller approcher de la façade ou soit aller en appui sur un élément en dur. Et de plus, nous ne mettons jamais plus de 3 personnes à l'intérieur de la nacelle. Soit 2 sapeurs-pompiers, une victime, soit un médecin, une victime, un infirmier, soit 3 sapeurs-pompiers. Mais jamais plus de 3. Ce type d'échelle est testé par le constructeur avant sa mise en service, avant sa livraison. Et par exemple, pour la nacelle, on teste le poids avec des sacs de sable pour voir comment le parc échelle va réagir dans différentes configurations. Mais quelle que soit la nacelle, une chose est sûre, elle doit être solidement positionnée sur des vérins. Dans l'urgence, la police coréenne n'a peut-être pas respecté cette règle fondamentale. Pourtant, tout est prévu. Il faut savoir que sur cette échelle, nous pouvons jouer avec chacun des vérins, ce qui nous permet, lorsque l'on arrive sur intervention, dans une rue qui n'est pas très large, de pouvoir passer en dessous des voitures. Pour être sûr de ne prendre aucun risque, les pompiers font vérifier leur matériel très régulièrement. Et en cas d'oubli ou de tentative d'acrobatie, l'échelle est là pour les rappeler à l'ordre. Le voyant rouge s'allume avec une alarme sonore continue. Cela veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Les seuls mouvements possibles sont le dressage et le reploiement. Ce jour-là, en Corée, la nacelle était sans doute imparfaite, mais l'intervention était difficile. Ces policiers ne sont pas prêts de l'oublier. Ne vous avisez pas de déranger un ours mal léché, surtout si c'est une femelle et qu'elle protège ses petits. Car dans ce cas, elle est prête à tout pour les défendre. C'est dans ce magnifique parc naturel qu'un réalisateur de documentaires animaliers a eu la chance de saisir sur le vif une scène étonnante. Un énorme grizzly affamé et par l'odeur alléchée fonce droit sur 2 oursons qui jouent paisiblement aux côtés de leur mère sur la rive opposée. Dès qu'elle sent la présence du mâle, la mère se précipite. Sa défense, c'est l'attaque. Le mâle grizzly pourrait dévorer ses petits, elle va risquer sa vie pour les défendre. C'est toujours rare de voir des ours dans la nature. Ce sont des animaux solitaires qui, en général, sont cachés, qui craignent l'homme, contrairement à ce qu'on croit, et qui, automatiquement, vont essayer de le fuir. Il peut arriver, par contre, d'avoir cette chance, c'est-à-dire de rencontrer là 2 charmants bébés oursons qui ont environ 7-8 mois et qui jouent au pourtour de leur mère. C'est l'unité sociale classique. Ces petits-là vont donc pouvoir courir, jouer, sauter. Vous en avez un là qui a trouvé, vous voyez, un caribou, du bois de caribou. Le caribou est mort et donc automatiquement il a pris ça comme un jeu. Les petits courent dans tous les sens. Il y a un mâle qui a senti. Les ours sont des animaux qui vivent à l'odorat. Ils ont une vue de myope, ils se voient très très mal et ils sentent à l'odorat. Donc il a repéré de très loin l'odeur du caribou. À partir de ce moment-là, il vient pour manger. Il trouve les 2 petits. Les 2 petits peuvent devenir à ce moment-là une proie pour lui. Voilà, vous avez vu là, le mâle vient d'arriver près du caribou. La mère, tout de suite, s'est jetée sur lui. C'est fort courageux de sa part parce qu'elle fait 100 kilos de moins, il fait jusqu'à 280 kilos. Et pourtant, elle attaque. Les 2 ours se livrent un combat sans merci. Et même si elle est la plus petite, la femelle, à gauche sur l'écran, va faire reculer le mâle. Sa détermination la rend plus forte. Et ce sont des gestes de menace classiques. Ils ouvrent la gueule dans un premier temps et chacun essaye de faire baisser la tête à l'autre. Personne n'y arrivera vraiment. Et puis, à un moment, il y en a un qui va se lever debout. Et là, ça devient vraiment dangereux. Quand ils sont comme ça, ils vont s'agripper, tels des lutteurs, des sortes de sumo, et ils peuvent à ce moment-là se mordre violemment les mâchoires ou même s'attraper au cou et se tuer.
Les manœuvres d'intimidation de la femelle sont à leur paroxysme. À ce stade, si le mâle n'abandonne pas, ils vont s'entretuer. Mais la maman ours va définitivement prendre le dessus. Bon, là, vous voyez qu'elle cherche simplement à le faire reculer, ce qu'elle parvient très bien en simulant. Voilà, là, elle a donné un coup de patte sur le dos de l'ours et qui, là, lui, accuse le coup en reculant, en essayant de reprendre le dessus en se mettant debout, mais ça ne marche pas. Constamment, elle avance. A priori, je pense que ce coup de patte-là va être déterminant pour la suite du combat. Il va finir par comprendre et s'éloigner définitivement. Une femelle avec des oursons est très agressive et il y a eu des cas même dans les Pyrénées de femelles qui ont tenté d'agresser des hommes pour défendre les oursons. Pour réussir à filmer ce moment unique, le réalisateur a suivi cette maman grizzly et ses oursons pendant 5 semaines. 5 semaines d'immersion totale dans le monde impitoyable de la nature. Ce jour-là, Gary Ewing a gagné la course, mais cette victoire lui a coûté très cher. Nous sommes sur le lac de Bakersfield, en Californie. Ici, presque chaque week-end d'été, la campagne s'emplit de bruits de moteurs rugissants. Ce sont des drag-boats, de petits hors-bord surpuissants, équipés de moteurs démesurés. Ce jour-là, Gary Ewing et Jeff Martin s'affrontent dans un run infernal. Le but de la course, accélérer le plus possible en un minimum de temps. Mais observez bien le bateau de Gary au premier plan. Lancé à plein régime, il semble ne plus contrôler la vitesse de son engin. Visiblement, il n'arrive plus à s'arrêter. J'ai compris que quelque chose n'allait pas quand je l'ai entendu arriver. J'étais déjà loin de la ligne où on doit couper le moteur et il m'a doublé très vite. Après, il aurait dû ralentir et en le voyant devant moi, j'ai vu qu'il avait un problème. Le bateau allait être détruit. Je n'espérais qu'une chose, qu'il sorte de son bateau pendant qu'il en était encore temps. Le choc est terrible. Heureusement, quelques secondes avant de toucher la berge, Gary a pu enlever son harnais de sécurité et s'éjecter. Un réflexe qui lui a sauvé la vie. Sur la berge, son dragboat n'est plus qu'un amas de tôle carbonisée. Même si Gary a été choqué, quelques minutes seulement après l'impact, il a trouvé la force de remercier le public qui l'encourageait depuis la berge. Pour nous expliquer précisément ce qui s'est passé, nous avons rencontré Bob Filler. Pilote de offshore, il est aussi détenteur d'un record du monde d'accélération sur Terre à près de 630 km/h. La définition technique en fait d'un dragboat, c'est simple. Vous prenez un moteur de Formule 1, vous l'installez sur un skateboard et ça vous donne un petit peu la proportion de la motorisation. Là, vous avez un exemple typique de moteur qui équipe ce genre de bateau à fond plat, donc ça freine un peu comme une savonnette. Et puis, ça permet pour certains d'entre eux, dans les grandes catégories, d'atteindre presque 500 km/h en à peine 5 secondes d'accélération. Là, il s'agit d'une petite catégorie. La catégorie la plus basse, c'est des gros V8 américains avec des carburateurs qui développent à peu près 1000 chevaux. Et au bout des 400 mètres, ils atteignent les 200 km/h à peu près. Là, on voit la gerbe d'eau qui indique que le moteur est en marche et en pleine accélération. Le pilote, une fois qu'il a passé les 400 mètres, ce qui est le cas, a levé son pied, le moteur n'est pas coupé. Et là, on voit qu'il n'y a plus de gerbe. Ça veut dire qu'il a réussi à éteindre son moteur en coupant l'allumage. Malheureusement, il a réussi à éteindre son moteur beaucoup trop près de la berge, environ à 30 mètres. Il n'avait plus qu'une solution, c'était de sauter. Le pilote a tenté de contrôler son bateau, mais il ne pouvait rien faire, et pour cause. En fait, le fautif dans cet accident, c'est lui. C'est ce petit ressort qui permet à l'accélérateur de revenir à zéro et prendre sa position initiale lorsqu'on arrête d'accélérer. Apparemment, il s'est cassé, si bien que le pilote a arrêté d'accélérer, mais le moteur est resté à fond. Et là, il ne reste plus que quelques secondes pour vite couper l'allumage, de façon à éteindre le moteur. Il s'en est rendu compte un petit peu tard. Il a coupé l'allumage un petit peu tard, et si bien qu'à 30 mètres de la berge, il n'avait plus qu'à sauter, sinon il aurait fini avec le bateau sur la berge. Mais parfaitement conscient du problème, Gary Ewing a eu le bon réflexe. Au moment où il s'est éjecté, il était à plus de 200 km/h. Malgré la violence du choc, il n'aura que quelques contusions sans gravité. Bilan, un bateau sacrifié, quelques milliers de dollars perdus et une grosse frayeur. Mais Gary aura une belle compensation. C'est lui qui a accéléré le plus vite et même si son bateau a fini dans le décor, il a gagné la course. Un vaisseau de la marine australienne en contrôle de routine quand soudain... Nous sommes sur le port de la base militaire de Darwin, en Australie. Le House Goaler, un vaisseau de 217 tonnes, est en cale sèche pour subir un contrôle de routine.
Mais l'un des câbles d'arrimage vient de casser et le navire est maintenant dans une position plutôt délicate. Les ingénieurs de la base s'interrogent sur la stratégie à adopter pour rendre au vaisseau une position normale et éviter ainsi la catastrophe. La décision est la suivante, redescendre le Gauler avant qu'il ne descende tout seul. Mais il est trop tard. Plus de 20 millions de dollars viennent de s'effondrer dans l'eau, provoquant un mouvement de panique chez les ouvriers. Je dois avouer que mon cœur a dû s'arrêter de battre quelques secondes quand c'est arrivé. Nous savions qu'il y avait un risque. Mais il y avait aussi un risque en laissant le bateau tel qu'il était. Les hommes sont effondrés. Les dégâts sont considérables. Pour que le navire ne sombre pas complètement, ils vont tenter l'impossible. En urgence, des plongeurs vont mettre en place des câbles et des flotteurs. Enfin, après plusieurs heures de travail acharné, le Gauler flotte encore. Il pourra même être remorqué jusqu'à une autre cale pour y subir toutes les réparations nécessaires, mais cette fois en toute sécurité. Le parachutisme ascensionnel, on en voit surtout l'été au bord de la mer. On le pratique aussi à partir du sol, mais c'est plus dangereux. Petit week-end entre amis au Canada. Dave Bonello, un passionné de parachutisme ascensionnel, a décidé de faire découvrir cette discipline à ses copains. La particularité ici, c'est que le parachute est tiré par un 4x4 et non par un bateau. Mais mis à part le décollage, les techniques sont similaires. Tour à tour, les jeunes s'envolent après avoir écouté quelques conseils de sécurité élémentaires. Mais comme souvent, le plus expérimenté va se montrer le plus imprudent. Pour épater la galerie, Dave, qui pratique ce sport depuis 2 ans, va commettre une imprudence qui ne pardonne pas. On remarque le parachutiste qui fait une inversion complète, gesticule beaucoup, volontairement, fait des mouvements, des rotations sous la voile. On est dans des conditions météorologiques assez turbulentes. Alors, pourquoi Dan a-t-il été rabattu vers le sol ? Le danger le plus important, c'est ce qu'on appelle le verrouillage, c'est-à-dire que la voile est tractée vers le véhicule à une force importante, alors que le parachutiste, lui, n'exerce plus de contrôle de sa voile. Donc la voile va faire une rotation et évidemment, la traction qui l'élevait vers le sol, cette traction, lorsque la voile est en travers par rapport au câble du véhicule, elle va exercer un retour rapide vers le sol. Ça, c'est le danger, c'est ce qu'on appelle le verrouillage. Et c'est ce qui est arrivé à ce parachutiste. Immédiatement, ses amis se précipitent. Heureusement, bien qu'un peu sonné par la violence du choc, Dave n'a presque rien. Il devra seulement porter une minerve pendant 10 jours. Lorsque j'ai commencé à me diriger vers le sol, je ne savais pas à quelle vitesse j'allais le percuter. Je me suis dit, est-ce que je vais me faire mal? Est-ce que je vais me casser les jambes ou le dos? Alors je me suis juste accroché et j'ai prié. Mais Dave n'est pas seul responsable de sa chute. Le conducteur de 4x4 a un rôle essentiel. Et en l'occurrence, il a commis plusieurs erreurs. Il n'aurait pas dû être seul à bord de la voiture afin de pouvoir surveiller le parachutiste, mais surtout, il pouvait éviter la chute. Ce qui aurait été possible de faire, c'est pour le pilote du véhicule, soit de ralentir et de poser le parachutiste dans des conditions satisfaisantes et beaucoup plus doucement, ou tout simplement libérer le câble qui aurait permis à la voilure de reprendre sa position de chute verticale et de poser et d'assurer la chute du parachutiste. Les véhicules sont équipés d'un système qui permet au parachutiste de se libérer, lui, de son côté, lorsqu'il va être en situation dangereuse, et également d'un système de libération qui va donc redonner à la voilure sa position de chute verticale. De plus, le 4x4 n'est pas aux normes de sécurité. On voit bien manifestement sur les images que le véhicule n'est pas adapté, c'est un véhicule entièrement couvert, alors que nous utilisons toujours un véhicule complètement dégagé vers l'arrière, un véhicule totalement décapotable et qui assure une visibilité permanente du parachutiste. Comme tous les sports aériens, le parachutisme ascensionnel obéit à des règles de sécurité très strictes. Cette histoire nous prouve que si on les néglige, la sanction est immédiate. Quelques règles à respecter, un tout petit prix à payer pour pouvoir voler. Ce Père Noël qui descend du ciel n'avait pas prévu ce genre d'atterrissage. 13 décembre 1998, Birmingham en Angleterre. Une rencontre au sommet oppose 2 clubs anglais, Arsenal et Aston Villa. À la mi-temps, une attraction prévoit l'arrivée sur la pelouse d'un groupe de parachutistes, dont un déguisé en Père Noël pour la circonstance. Les 10 premiers sauteurs se posent sans encombre au milieu du stade. Quand vient le tour du Père Noël, les 39 000 spectateurs ont les yeux rivés sur lui, mais soudain,
c'est l'accident. La pelouse d'un stade fait à peu près 110 mètres sur 70 mètres, donc leur niveau leur permet d'atterrir au centre même du terrain sans aucun problème. Ce Père Noël parachutiste a bien manqué l'immanquable. Il s'appelle Nick Rogoff. Il est parachutiste professionnel et pourtant, il a raté une cible pour débutants. Ce qu'on a vu à l'image est tout à fait le cauchemar du parachutiste. Là, on a l'impression qu'il est légèrement désaxé et qu'il cherche à rattraper son axe par un arrondi. Mais son arrondi, c'est-à-dire son virage, est trop grand en diamètre. Il ne maîtrise pas sa vitesse sous voile et il va percuter la tribune. Il peut arriver avec une vitesse de l'ordre de 70 km/h. Et à cette vitesse, l'erreur ne pardonne pas en parachutisme. Des erreurs invraisemblables à ce niveau. Les équipes nationales qui participent à des concours de précision d'atterrissage réalisent des sauts dans moins de 5 cm et les concours internationaux, c'est de l'ordre du centimètre que le départage se fait. Donc là tout de suite, on a l'impression qu'ils n'ont pas pris toutes les précautions nécessaires pour pouvoir réussir ce saut. Précaution vitesse de vent, précaution distance de largage, précaution de point de rendez-vous que l'on se fixe avant, compte tenu de l'exiguïté du terrain pour pouvoir arriver confortablement. Mais il reste toujours des imprévus. La météo par exemple. Le numéro était certes bien réglé, mais un élément perturbateur est venu gâcher la fête. Ce qui est le plus dangereux dans un type de saut de cette nature, c'est-à-dire un saut sur un stade où il y a des tribunes assez hautes, c'est la présence des turbulences dues au vent. Et donc plus le vent est fort, plus les turbulences sont importantes et plus c'est dangereux pour le parachutiste. Donc c'est pour ça qu'à une vitesse de vent donnée, il faut refuser de faire le saut. C'est pas de faire ça qui est courageux, c'est de pouvoir dire aux organisateurs non, j'ai pas tous les paramètres nécessaires pour pouvoir faire ce saut. Donc on le reporte, on le fera une autre fois, mais cette fois-ci, c'est pas possible. Mais Nick Rogoff, lui, a sauté. Il s'en sortira avec 2 jambes cassées, des blessures somme toute légères compte tenu du choc, des 20 mètres de chute et du lieu même de l'accident. La configuration d'un stade peut présenter un danger particulier pour un sauteur. Je pense en particulier aux pylônes. Il peut très bien tomber sur un pylône, s'enrouler autour. Il peut tomber directement sur des spectateurs, ce qui présente un autre risque. Et puis, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et il peut s'accrocher sur des éléments plus acérés, genre grille de protection ou pic. On pourrait même imaginer qu'il, dans le pire des cas, qu'il s'empale. Aujourd'hui, Nick Rogoff se remet doucement de ses blessures. Il avait pourtant 6000 sauts derrière lui, mais même les meilleurs ne sont pas à l'abri d'une erreur. Pas question pourtant de s'arrêter sur ce mauvais pas. Nick Rogoff n'a qu'un objectif, sauter à nouveau. Jour J pour Graham O'Brien, ça devait être la compétition de sa vie, ça a bien failli être la dernière. Australie, course du dôme éclair, une compétition réservée aux meilleurs pilotes. Ici, les voitures foncent à plus de 250 km/h. À cette vitesse-là, tout peut arriver. La preuve, au 5e tour, Graham se fait percuter par un autre concurrent. Littéralement projeté en l'air, il enchaîne une série de tonneaux très spectaculaire, le cauchemar de tous les pilotes de course. Si l'on regarde l'accident sous un autre angle, on comprend mieux ce qui s'est passé. Regardez bien, la voiture blanche change de couloir et coupe la route de la voiture jaune. Son pilote fait alors une embardée et percute Graham latéralement. Avec la vitesse, la voiture se retourne immédiatement. Entraînée dans un tourbillon infernal, elle se disloque un peu plus à chaque impact. Graham est toujours à l'intérieur, il n'a pas été éjecté. Enfin, après 10 tonneaux, la voiture s'immobilise au bord de la piste. 2 commissaires de piste se précipitent aussitôt pour porter secours au pilote. Mais dans un premier temps, une épaisse fumée les empêche de le voir. Enfin, ils parviennent jusqu'à lui. Par miracle, il est conscient. Une équipe médicale le rassure et prépare son évacuation vers l'hôpital le plus proche. Il faut agir en urgence, mais avec précaution. Par sécurité, ils lui mettent une minerve autour du cou. Heureusement, Graham est solide. Il n'est pas beau à voir, certes, mais il est plus choqué que sérieusement blessé. Après un court séjour à l'hôpital, Graham O'Brien reprendra le chemin des circuits avec une nouvelle voiture. Il reste persuadé que ce jour-là, son ange gardien veillait sur lui. Ce n'est pas une cascade de film d'action, c'est un accident de rallye et il aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Ce pilote, nous l'avons retrouvé chez lui, en Espagne, près de San Sebastián. Iñaki Luna Dominguez s'est parfaitement remis de son terrible accident. Il n'a ni séquelles physiques, ni séquelles psychologiques. D'ailleurs, il n'a même pas eu peur, et pour cause.
À aucun moment je ne me suis vu mourir. Pour une simple et bonne raison, je ne me souviens de rien. Il est bien le seul à avoir oublié ce jour où à Tarragone, lors d'une épreuve amateur de petite cylindrée, sa voiture, la numéro 54, est partie dans une série de tonneaux incontrôlés à plus de 160 km/h. Et le pire est arrivé. Iñaki a été éjecté, mais seulement à moitié. C'était dans le dernier virage à gauche, une courbe que l'on prend à 160-170 km/h. Je crois que j'ai donné un coup de volant un peu trop sec. Je suis complètement parti et là, pour moi, c'était fini. Nous avons montré ces images à Christian Vella, journaliste mais aussi pilote de rallye. Le concurrent que l'on voit faire son tonneau, apparemment, est parti en travers dans ce virage à gauche. Ce qu'a dû faire le pilote, c'est freiner. Donc il a accentué le blocage sur les roues avant. Donc la voiture s'est bloquée sur ses roues avant. Et forcément, comme elle était en travers, elle n'avait plus de motricité. En fait, elle s'est retournée. Erreur de pilotage flagrante donc. Mais il y a une deuxième erreur qui, elle, ne relève pas du conducteur. Que le harnais de sécurité ait cédé, ça c'est exceptionnel, je ne l'ai jamais vu. Je devais avoir des ceintures de sécurité légèrement usées, un peu flottantes. Et avec l'impact, les coutures se sont arrachées et j'ai été éjecté par la fenêtre. Résultat, 10 tonneaux à une cadence infernale. Ça fait froid dans le dos, quoi. C'est épouvantable. C'est à double titre, au titre de victime potentielle et au titre de médecin où on a vraiment envie de crever l'écran pour aller secourir ce garçon. Quel pilote professionnel de rallye n'a jamais fait de tonneau, ou de rallye ou de circuit n'a jamais fait de tonneau dans sa carrière? Il y en a quand même très peu. C'est pas grave de faire un tonneau. Par contre, ce qui est très grave ici, c'est cette prise en sandwich du corps du pilote entre la voiture et le macadam. Et ça, c'est tout à fait terrible, quoi, parce qu'on peut craindre le pire, on peut craindre des lésions du thorax, des lésions de la colonne vertébrale, des lésions cervicales. Enfin bon, c'est la façon dont ce pauvre corps est malmené donne des frissons. Mais heureusement, Iñaki Luna Dominguez n'a pas été écrasé par la voiture. C'est une illusion d'optique. Pas volontairement, mais il a eu un coup de bol monumental, c'est que sa tête n'a pas été prise sous le poids de la voiture lorsqu'elle se retournait. À chaque fois que la voiture tournait, le corps basculait, ce qui fait qu'il ne s'est jamais trouvé pris entre le sol et le poids de la voiture qui aurait pu l'écraser. Ça a fait un système de balancier en fait. Comment ne pas croire en Dieu? Après ce qui m'est arrivé, j'y crois encore plus. Quand je revois l'accident, je me rends compte que ça a été un vrai miracle. Vous voyez, j'ai vraiment une bonne raison de croire en Dieu. Mais au fait, pouvait-on éviter l'accident? Ça va très 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 vite. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des accidents, parce que ça se passe en quelques fractions de secondes. Et selon la qualité des pilotes, il y en a qui auraient pu peut-être s'en sortir beaucoup mieux que lui. Mais lui, bon, apparemment, c'était pas un champion. Hein. Un pilote de petit calibre, mal préparé, qui finalement s'en sortira malgré son casque avec un traumatisme crânien, un œdème cérébral, mais aussi 3 jours de coma. Autant dire, rien du tout au regard d'un tel accident. Heureusement que des miracles comme ceci existent, quoi. Iñaki Luna Dominguez, routier de profession, a depuis longtemps repris le volant. Tous les volants, puisqu'il a même recommencé les compétitions de rallye. On les croit calmes et hautaines, mais ces stars à plumes ne se laissent pas mener par le bout du bec. Elles ont des plumes d'autruche, des pattes d'autruche, des têtes d'autruche, mais ce ne sont pas des autruches, ce sont des émeux, une race de cousines éloignées. Celles-ci se sont échappées d'un ranch et se sont frayées un chemin jusqu'au champ voisin où il fait bon apparemment se balader en liberté. Seulement voilà, leurs propriétaires ne sont pas d'accord avec cette décision subite. Ils ont bien l'intention de les ramener à la maison. Opération délicate s'il en est, car les demoiselles, elles, n'ont pas l'intention de se laisser faire. Alertée, la police se mobilise, ainsi que des membres de la SPA et des voisins. Mais les émeux s'accourent vite et nos fugueuses déjouent un à un tous les pièges qui leur sont tendus. Rien n'y fait. Les sauveteurs se concertent afin de mettre debout un plan cohérent. Mais les fourches non plus n'intimident pas les émeux. L'équipe de sauvetage ne voit qu'un seul moyen pour les capturer, construire autour d'elles un enclos mobile afin de pouvoir le rétrécir et attraper ensuite les gros volatiles en cavale. Aussitôt dit, aussitôt fait, et cette fois, la solution fonctionne. Furieuses, nos belles évadées se retrouvent à nouveau prisonnières d'une clôture infranchissable. Mais le plus dur reste à faire, les faire entrer dans un camion pour les ramener à la maison. Commence alors un combat tragicomique entre les hommes les plus forts du groupe et les émeux.
Là encore, les belles vont leur donner du fil à retordre en se débattant violemment. Ils devront s'y mettre à plusieurs pour maîtriser les bêtes. Enfin, au bout de plusieurs heures de combat acharné, au cours duquel nous tenons à préciser que ni hommes ni bêtes ne seront blessés, les belles en cavale se résigneront. Somme toute, cette petite promenade de santé leur a fait un bien fou. Cet orang-outan s'est échappé et il semble prêt à tout pour conserver sa liberté. Il ne répond pas au doux nom de King Kong, il s'appelle Ayung, mais il a sa force et sa rage. Échappé, perdu, sans doute apeuré, il s'en prend à tout ce qui se trouve sur son passage. Les appendices que nous voyons là au niveau des yeux caractérisent en fait que l'animal est un mâle et surtout qu'il est originaire de Sumatra. Un mâle adulte pèse à peu près une centaine de kilos, voire plus, et c'est un animal qui vit en hauteur, donc un animal arboricole, vit dans les arbres, et donc il a surtout des bras très musclés qui se permettent de se déplacer aisément dans le milieu forestier. Autant dire qu'il n'est pas à l'aise dans les rues de Taipei, mais les Taïwanais ne le sont pas non plus. Bon, là on le voit très bien à l'image, hein. Cet animal est un peu nerveux, mais surtout complètement désorienté et complètement déboussolé. Il ne sait même pas où il va. On le voit qui accroche des mobylettes ou des scooters. Donc pour lui, c'est un peu comme dans la nature où il essaye de tester une branche pour savoir la solidité de la branche. Donc là, il teste l'obstacle qu'il a en face de lui pour savoir s'il peut monter dessus. L'orang-outan s'en prend à tout ce qui lui tombe sous la main. Moto, scooter, voiture, vélo, les habitants ont peur et regardent la scène de loin, tandis que les policiers et les secouristes s'interrogent, peut-il s'en prendre à l'homme ? Je ne dirais pas qu'il peut être dangereux pour l'homme, mais c'est un animal généralement qui n'est jamais en contact avec le public, hein, qui est toujours à l'écart. Moi, je ne pense pas que cet animal peut tuer volontairement. Mais pour éviter de prendre le moindre risque, voilà la décision qui a été prise. Une dose importante de sédatif qui va mettre KO la grosse bête. Une bête qui avait échappé à la surveillance de son maître, car ce King Kong taïwanais vivait non pas dans un zoo, mais dans un appartement comme un animal domestique. Alors, à votre avis, en s'échappant, où cet orang-outan rêvait-il d'aller ? Et l'animal, dans tel cas, pour lui, il va essayer à tout prix de rechercher son lieu de captivité. Car pour lui, c'est l'endroit où il a vécu une grande partie de sa vie, donc il a besoin de retrouver ses bases. Et oui, tout simplement. Mais avant de rentrer à la maison, Ayung restera quelques jours au zoo, en observation et sous haute protection. Shocking, un horse-guard de Sa Majesté s'est pris involontairement pour un voltigeur. Les Horse Guards, 2000 soldats d'élite de la division de la garde royale. Descendants des dragons rouges avec qui nous battions le fer à Waterloo, ils sont les gardes du corps et sentinelles du souverain. Un régiment mythique, jumelé depuis le 18 décembre dernier avec son frère jumeau français, la célèbre garde républicaine. Les missions des Horse Guards sont très similaires à celles du régiment de cavalerie. Schématiquement, on peut les résumer en deux termes, honneur et sécurité, au profit de la reine pour les Horse Guards et des chefs d'État en visite officielle. Le 1er décembre 1998, c'est justement un membre du gouvernement allemand qui est en visite en Angleterre. Les Horse Guards escortent le cortège de la reine. Le protocole est extrêmement précis. Tout est minuté, millimétré, tout est prévu, sauf ça. Alors que s'est-il passé ? Les causes de cette chute peuvent être multiples. Il peut s'agir soit d'un bruit intempestif, quelqu'un qui a crié un petit peu, qui a manifesté son enthousiasme au passage de la reine. Il peut s'agir d'un fanion ou d'un drapeau agité à bout de bras, auquel le cheval ne s'attendait pas, ou bien quelqu'un qui, encore une fois, essayait de tenir le cheval par la bride et compte tenu que le cheval a les barres, l'espace entre les molaires très sensibles, qu'il est reculé précipitamment. Juché sur sa monture pour mieux dominer la foule, ce horse guard à l'arrêt a commis plusieurs erreurs. Il doit escorter la reine et ne jamais quitter le sillage de la voiture royale. Donc s'il se trouve plaqué contre la barrière, c'est qu'il a fait un écart, il est sorti du cortège, il a fait une erreur, il a mal tenu son cheval. Autre erreur peut-être encore plus grave pour un cavalier de Sa Majesté.
Il a désarçonné son cavalier qui est tombé à terre en perdant son arme, son sabre. D'ailleurs, le garde du corps des Horse Guards à pied, avec son bonnet à poil, a ramassé d'abord le sabre, vous l'avez vu sur l'image, avant même de porter secours à son camarade. Et ça, c'est un geste de soldat d'élite. On ramasse l'arme, le bien le plus précieux de son camarade d'élite, parce qu'il n'a pas à la perdre. C'est une erreur. C'est une erreur bien sûr réparable. Pour le commun des mortels, c'est dérisoire. Ça ne l'est pas pour un soldat d'élite. Le risque zéro, le facteur zéro n'existe pas. N'existe pas. Et il faut toujours être vigilant parce que, encore une fois, le cheval est un animal vivant, avec des réactions vivantes. Un animal dressé pendant 2 ans à l'environnement urbain et à tous les risques de nuisance du public. Mais ce jour-là, pour le caporal Salmon, cela n'a pas suffi, même s'il a eu un excellent réflexe lorsque le cheval a rué. En règle générale, le cheval ne dépasse pas son centre de gravité. Il a un instinct de conservation qui lui permet de retomber. Là, vous avez vu qu'il a dépassé son centre de gravité. Fort heureusement, le cavalier ne s'est pas cramponné aux rênes et n'a pas accéléré la chute. Mais malgré cela, il est retombé sur le cavalier en faisant un panache complet, ce qui peut être extrêmement grave. Lorsqu'un homme fait 70 kg et qu'il prend sur le dos, coincé entre le revêtement et une selle 600 kg, il peut se briser les reins. Heureusement, Alan Salmon s'en sortira avec de simples contusions et quelques hématomes. La chute que nous avons vue est l'exception qui confirme une règle. Et fort heureusement sur la multitude de services à l'extérieur, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Bien évidemment, nous avons souhaité rencontrer le caporal Salmon. Son refus a été catégorique. Il l'a refusé parce qu'ils ont épousé la règle de conduite de la famille de Windsor. Never complain, never explain. Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Quand on se retrouve surtout dans une attitude relativement ridicule. La reine s'est inquiétée de l'état de santé de son officier qui aujourd'hui est parfaitement remis de sa chute. Pour un Horse Guards dont la grande dignité est le maintien, le silence, la majesté, la magnificence, la discipline, c'est une mésaventure assez embêtante. Il est vraisemblable que son cheval passera au dressage à nouveau, que son cavalier devra se familiariser, mais il restera hors des cérémonies officielles pendant un certain temps. Guerre du Golfe, conflit des Malouines, maintien de l'ordre en Irlande, les Horse Guards sont tout sauf des soldats de plomb. Guerrier d'élite de Sa Majesté, le caporal Salmon se souviendra éternellement du 1er décembre 1998. Une rue tranquille d'une petite ville des États-Unis. Un électricien réparait le transformateur d'un poteau électrique quand l'huile de la cuve s'est enflammée. Tout de suite, les pompiers, accompagnés d'un employé de la compagnie d'électricité, ont été dépêchés sur place. Un caméraman professionnel filme ce qu'il pense être une intervention de routine. Installé dans un engin élévateur, l'employé cherche à éteindre les flammes avec un extincteur, mais il n'y arrive pas. Il est trop loin. Il décide donc de rapprocher la nacelle. Il tente d'intervenir à nouveau, mais cette fois, il est trop près. Soit il y a eu une remise sous tension à l'instant où l'explosion s'est produite, ou alors ça pouvait être effectivement donc la pulvérisation du liquide par la pression supplémentaire, puisqu'on a bien vu sur les images la personne qui se rapprochait très très près de la cuve qu'il voulait éteindre, et c'est à ce moment-là donc que peut-être par pression supplémentaire, il a fait pulvériser dans l'atmosphère le fluide qui était très très chaud et qui donc s'est enflammé instantanément. Mais quelle est l'origine d'une telle explosion? On peut quand même observer que, soit dans la première hypothèse, il n'avait pas vérifié d'une façon suffisamment sûre l'absence de tension, ou alors également il n'a pas suivi les règles générales donc, pour éteindre des incendies qui disent qu'il faut se maintenir à une certaine distance de l'endroit où se produit l'incendie. Par exemple, en basse tension, on préconise de ne pas s'avancer à moins de 50 cm. Pour des tensions qui semblent être de l'ordre de 20 000 volts, il ne faut pas s'approcher à moins de 1 mètre. La rue était coupée à la circulation. L'incendie ne menaçait personne, alors pourquoi avoir pris autant de risques? C'est là que c'est gravissime, c'est qu'on est en train de risquer pour quelques milliers de francs la vie d'un professionnel. De telles erreurs ne sont pas admissibles. Et en France, compte tenu de la réglementation, on aurait laissé brûler ce transformateur. C'est finalement ce que feront les pompiers américains.
Et l'incendie finira par s'éteindre tout seul. Quant à l'électricien victime de l'accident, il s'en sortira sans séquelles. « 8 novembre 1998, départ de la route du Rhum. 25 trimarans et monocoques s'élancent dans la baie de Saint-Malo, mais également, pour mieux suivre les premiers milles nautiques de la course, toute une armada de petits et gros bateaux. Et parmi eux, le Nicolas Bouchard. Je pense qu'on ne peut pas faire de comparaison avec le Titanic, et heureusement, parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Laurent Bourgnon, Loïc Perron et les autres skippers filent depuis quelques minutes à peine lorsqu'une épaisse fumée s'échappe soudain du Nicolas Bouchard. Un incendie s'est déclaré dans la salle des machines. À bord, il y a 250 personnes, parmi elles, Laurence Cavarec. Très peu de temps après que le départ ait été donné, tous les bateaux suiveurs ont tous mis la gomme en fait pour suivre les bateaux qui prenaient le départ. Notre bateau à nous était un peu plus poussif que les autres apparemment. Et puis à un moment donné, on a vu de la fumée très très noire. Et puis au départ, on rigolait un peu tous. Personne ne se rendait compte en fait de ce qui se passait. Et puis tout d'un coup, au bout de, 5-10 minutes, la fumée est devenue très très gênante. On a réalisé qu'il se passait quelque chose quand on a tous commencé à suffoquer et quand on a vu les brassières de secours qui sortaient en fait. Heureusement, les secours prévus pour le départ de la course sont déjà sur place. Ils interviennent immédiatement. En approchant, ils constatent très vite que la situation est grave. L'incendie était relativement violent puisque l'échelle qui permettait de descendre à la salle des machines avait fondu. Donc, pour des produits en aluminium, la température avait atteint un tel niveau que ça faisait fondre du métal. Il y avait urgence à évacuer les passagers. Sur un bateau, on ne sait jamais comment se développe un incendie. Et c'est vrai que le feu est resté confiné dans la salle des machines, mais si l'incendie s'était propagé à la cabine, là vraiment, il y aurait eu une situation critique et les gens auraient dû évacuer le bateau, mais carrément en sautant à l'eau. La décision est prise, il faut évacuer. Les risques sont nombreux. Explosion, asphyxie des passagers. L'équipage distribue les gilets de sauvetage et met à l'eau les canaux de survie. Autour du bateau, tout le monde se mobilise. On voit les évacuations à partir des canaux de sauvetage du navire proprement dit. On a évacué à peu près une centaine de personnes par le biais du canot Toutan. 150 personnes ont été évacuées par les canaux de sauvetage du bateau. L'évacuation donc de la totalité des passagers du bateau, des 250 personnes, s'effraie entre 15 et 20 minutes. 15 minutes, 15 très longues minutes cependant pour les passagers. Moi j'étais située juste là, l'endroit où vous voyez où il y a le plus de fumée, et l'évacuation se passait de l'autre côté, donc il fallait traverser le bateau pour être évacué sur les canaux de secours. On a essayé de faire évacuer d'abord les personnes qui paniquaient le plus, puis aussi il y avait quelques enfants, donc on a essayé de les faire passer d'abord. Les seules personnes qui ont réellement paniqué, je pense, c'était les personnes qui ne savaient pas nager parce qu'en fait elles craignaient que le bateau coule. D'autres personnes ont paniqué parce qu'elles avaient peur que le bateau explose, parce qu'elles avaient vu des flammes en fait sur le bateau, chose que moi j'ai pas vu, j'ai vu que les fumées. Personnellement, j'ai eu peur à un moment donné quand je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose d'anormal. En fait, on était très agglutinés, on ne pouvait pas bouger. Et que en fait on ne pouvait rien faire pour éviter la fumée et que si on devait rester dans cet endroit-là un peu trop longtemps, eh bien à un moment donné on ne pourrait plus respirer en fait. Dans l'urgence et pour être le plus efficace possible, les sauveteurs utilisent tous les moyens. On m'a poussé parce que je ne voulais pas sauter. Parce que j'ai des protèges, j'ai mal dans le dos, alors j'avais peur de me faire mal. Certains passagers, effectivement, étaient difficiles à évacuer parce que, pour des raisons physiques essentiellement. Parce que les conditions d'évacuation, même au niveau des personnes qui étaient à couple de notre côté, n'étaient pas évidentes. Il y avait une marge de presque 1,50 m à sauter, disons, entre le plat-bord du bateau et le pont du canot de sauvetage. Heureusement, le feu est resté circonscrit à la salle des machines. Grâce à l'efficacité des secours et au sang-froid des passagers, le bilan de cette aventure est plutôt positif. Seule une dizaine de personnes seront hospitalisées quelques jours. Quant au Nicolas Bouchard, sa convalescence sera plus longue. Obligé de rester à quai pour les besoins de l'enquête, il devra attendre un moment avant de reprendre la mer. Cette régate n'avait aucune raison de mal tourner, pourtant il semble que les règles de sécurité n'aient pas été respectées. Nous sommes en Australie, quelques minutes avant le départ d'une compétition ouverte à tout type d'embarcation. Seule condition, les bateaux doivent être munis d'une voile. L'équipe des Yanks, 3 jeunes Américains venus spécialement des États-Unis pour cette compétition, se prépare à partir. À cet instant, ils sont bien loin d'imaginer que cette régate va leur réserver des surprises. Bien entendu, un caméraman suit la course. Les voiliers sont lancés depuis quelques minutes quand soudain, la sirène d'un ferry retentit. Et comme le ferry insiste, le caméraman se retourne et cherche à savoir d'où vient le bruit. C'est alors qu'il saisit cette scène incroyable. Le ferry
fonce droit sur un voilier. C'est le voilier de l'équipe des Yanks, arrêté momentanément au milieu de la rade, qui vient de se faire percuter de plein fouet par le ferry. Heureusement, les 3 jeunes gens ont vu le bateau arriver droit sur eux. Ils ont eu le réflexe de se jeter à l'eau avant l'impact. Le voilier a été littéralement pulvérisé par le choc, mais les 3 navigateurs américains sont indemnes. En temps normal, les règles de sécurité sont maximales lors de ce type de régate. Alors que s'est-il passé? Pour tenter de répondre, nous avons montré cette image à Roger Zabel. Ce journaliste sportif est aussi, on le sait moins, un grand passionné de voile. Il organise régulièrement des régates comme celle-ci. On voit un ferry ici, on voit un cargo juste derrière, le gros bateau rouge. Je ne sais pas si c'est vraiment l'endroit idéal pour organiser une régate, parce qu'a priori, il y a beaucoup de passages et beaucoup de trafic à cet endroit-là. Déjà, on remarque qu'il n'y a plus personne à bord. L'équipage a eu l'intelligence de sauter, voyant qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il valait mieux éviter de se faire blesser. Mais ils ont eu raison, en tous les cas, de se jeter à l'eau. Alors, la première question qui se pose, c'est est-ce que ce ferry est sur son chenal, c'est-à-dire une route qui est une route imaginaire, mais enfin qui est son chemin habituel pour aller d'un point à un autre, pour transporter des passagers. Si le bateau à moteur, le ferry, est sur son chenal, il a priorité. Donc, il a raison, enfin, quoique, de ne pas se dérouter ou de ne pas s'arrêter. S'il ne l'est pas, logiquement, un bateau à moteur n'a pas la priorité sur un bateau à voile. Et moi, j'ai le sentiment que le commandant de bord est vraiment gêné par des bateaux qui régatent sur son chenal, qui voit qu'il n'y a plus personne à bord et qui dit tiens, je vais leur en couper un en deux, comme ça, ils ne reviendront plus. Je trouve quand même qu'il arrive très vite. Sur cette image, on constate qu'en plus, malgré l'accident, le ferry a continué tranquillement sa route après le choc. Alors y a-t-il faute, négligence ou tout simplement imprudence de la part du ferry? Nous avons posé cette question à Michel Steff, capitaine d'un ferry de 350 tonnes. Un bateau comme ça ne s'arrête pas comme une voiture. Hein. Il faut une centaine de mètres et puis autant pour faire un demi-tour pour pouvoir éviter un objet ou bien un autre bateau qui devient dangereux. D'après les images du film, il semble que le voilier était aussi hasardeux d'entreprendre le dépassement du ferry sur l'avant. Mais le ferry semble aussi aller bien vite. Donc je pense que les torts doivent être partagés dans ce genre d'accident. Difficile de trancher donc, même si on peut penser que, quel que soit le cas de figure, le ferry aurait pu s'inquiéter de l'état de santé des 3 jeunes Américains. Enfin rassurez-vous, ils vont bien. Dès le lendemain, ils ont même repris un autre voilier pour se relancer dans la course, avec pour seul mot d'ordre, prudence. Coincé dans une bouche d'égout, ce Lamentin est entre la vie et la mort. Il y a urgence. Il a tout du nounours placide, débonnaire et attachant. Mais le Lamentin est un mammifère marin. Fiche signalétique. Ça atteint 4 mètres à l'âge adulte, 1000 à 1200 kg maximum à l'âge adulte. Et la longévité oscille entre 25 et 40 ans, mais on a parlé d'un record qui restera à vérifier de 60 ans. Le Lamentin est un animal gentil, essentiellement gentil, pas du tout agressif, extrêmement timide. Un Lamentin n'est absolument pas dangereux, ne présente aucun danger. C'est un animal psychologiquement difficile, qui n'est peut-être pas d'une intelligence extrêmement évoluée, mais c'est un animal adorable. Adorable, mais en péril. Le Lamentin, qui se nourrit de végétaux, est en effet en voie de disparition. Le Lamentin est une espèce extrêmement protégée et devenue très rare dans la nature. C'est plus qu'une espèce protégée, c'est une espèce menacée. Il reste moins de 2000 Lamentins dans le monde, dont 1500 en Floride. Le Lamentin, qui est particulièrement méconnu en France et en Europe, même en règle générale, est un animal mythique pour les Américains et surtout pour la Floride. Vous trouvez même sur les plaques minéralogiques des voitures « Save our manatee ». C'est leur symbole, c'est vraiment la sirène chez eux. C'est l'animal qu'il faut avant tout sauver. Si le Lamentin n'a pas de prédateur, il a un ennemi, l'homme. Autrefois chassé pour sa viande, il est aujourd'hui victime de la vie moderne. Pollution, hélices de bateaux ou jet-ski font des ravages.
L'homme essaye de passer du stade de prédateur à celui de protecteur, mais l'homme, c'est les hommes, c'est ça un petit peu le problème pour ces animaux. En effet, certains hommes tuent, mais d'autres sauvent. En Floride, lorsqu'un lamantin est en danger, on met tout en œuvre pour tenter de le secourir. Celui-ci est coincé dans des eaux marécageuses, prisonnier d'une bouche d'évacuation depuis 24 heures. Le lamantin est coincé, est aspiré par la bouche et les sauveteurs le soutiennent. D'abord, il faut qu'il respire. Il ne peut pas être immergé trop longtemps. Il faut qu'il respire. Qui plus est, il doit avoir une peur énorme. Il ne peut pas se dégager seul parce que son moyen de propulsion, c'est sa queue et la queue est bloquée. Paniqué, le lamantin se débat, terrorisé par la situation mais aussi par ses sauveteurs. Finalement, épuisé, à bout de force, il se laissera secourir. Une fois l'animal hors de l'eau, les secours constatent qu'il est dans un piteux état, déshydraté et en hypothermie. Contrairement aux cétacés, dauphins et autres baleines, la pellicule de graisse sous la peau est beaucoup moins importante. Donc il est beaucoup plus fragile et il peut s'en suivre des blessures beaucoup plus importantes. Il a tout de suite des lésions rien qu'en se frottant sur les parois du tuyau en métal, sur les tôles. Tout de suite ça fait des érosions sur la peau. Une fois que vous n'avez plus cette barrière que pose la peau à l'agression de l'eau de mer, à l'agression d'autres choses, en général, c'est une plaie, donc une voie d'entrée pour tous les germes déjà, et aussi une voie de sortie pour l'eau de l'animal. C'est pour ça qu'on peut expliquer que cet animal soit déshydraté. C'est dans cet état qu'il sera conduit à SeaWorld. Nous le ramenons pour le garder en observation. Il est resté des heures en position verticale dans le tuyau. Tout le poids de son corps a reposé sur sa queue pendant 24 heures. Sauvé des eaux, le lamantin restera quelques jours en convalescence à SeaWorld, le plus grand parc aquatique du monde. Puis, les vétérinaires le rendront finalement à son milieu naturel en parfaite santé. En souvenir, les soigneurs lui ont offert un petit cadeau, une balise radio de reconnaissance, histoire d'avoir régulièrement de ses nouvelles. Il y a des compétitions à marquer d'une croix noire, Val Gardena en fait partie. 19 décembre 1998, étape de Coupe du Monde de ski à Val Gardena en Italie. Une étape qui restera à jamais gravée dans la mémoire de l'équipe de France. Je crois que cette semaine-là, à Val Gardena, oui, l'équipe de France a quelque part a eu le démon qui s'est acharné sur elle parce que perdre trois éléments en une seule course, et je dirais même en 3 jours, c'est quelque chose d'absolument... moi, j'ai jamais vu ça en 13 ans de carrière. Et Jean-Luc Chrétien n'a pas été épargné. La star de Nagano, premier Français à avoir obtenu une médaille d'or aux Jeux Olympiques depuis Jean-Claude Killy, attaque la descente. Mais dès la deuxième porte, c'est l'accident. J'étais parti quand même le couteau entre les dents et puis comme vous allez pouvoir le voir, l'atterrissage de la bosse, j'étais pratiquement 5 mètres à l'intérieur des traces de la veille et j'atterris à un endroit qui fait légèrement le replat et donc à ce moment-là le genou casse et dans mon malheur sur le dévers je ralentis pas et je me rends compte que je vais finir au milieu des cailloux. Car les malheurs de Jean-Luc ne s'arrêtent pas là. Il ne peut maîtriser une glissade insensée qui l'emporte dans un dévers, au beau milieu d'un champ de caillasse et à quelques mètres seulement d'un pylône de remontée mécanique. Derrière, vous voyez, il y a un peu ce qu'on appelle des myrtillers, il y a des cailloux, toute cette partie c'est des cailloux là aussi. Enfin bon, derrière, il n'y a rien. Je dirais c'est un endroit où il est inadmissible en tant que descendeur de finir. Moi, voir des images comme ça me scandalise. C'est pas parce que c'est moi, c'est parce que c'est inadmissible de voir ça. Habituellement, il y a un filet à cet endroit, et puis ce jour-là, il n'y en avait pas, donc grosse surprise. Mais la plus grosse surprise sera peut-être pour les organisateurs de la course. Jean-Luc entend bien leur faire comprendre qu'on ne joue pas avec la sécurité des skieurs. Nous, on a fait remarquer qu'il manquait quelque chose à cet endroit-là. Pendant 3 jours, on nous a dit oui, on va mettre un filet, et puis vous pouvez voir, le dernier jour de course, il n'y avait toujours pas de filet. Autre Français, autre chute. Cette fois, c'est David Préto qui s'élance, mais lui aussi va commettre la petite faute qui ne pardonne pas. J'ai fait un départ plutôt bien dans le temps, puisque d'après les temps intermédiaires, j'étais dans les 15 premiers. Donc là, j'ai plutôt bien abordé cette courbe. Et puis là, à la réception, je fais une faute d'équilibration. Et on voit très bien que je me retrouve sur le pied intérieur. Et là, je file directement dans la protection. Assez vite d'ailleurs. Tellement vite que Franck Picard, ancien champion de ski, aujourd'hui commentateur sportif, n'en est pas revenu. En direct, voilà ce que ça donnait. Sont délicates avec une neige glacée et voilà une nouvelle chute pour David Préto.
Ah, il fait une faute de quart à l'atterrissage, pratiquement la même que sur son premier saut. J'étais en train de commenter, comme habituellement, mais on n'était pas sur site, on était à Paris. Et puis j'ai vu les images, et puis je suis resté sans voix pendant pratiquement 10 secondes. Avec Alexandre, on se demandait ce qui se passait, parce que ce qui est impressionnant dans cette chute, c'est qu'il va tête première dans le filet, et c'est une chose qui arrive très rarement, et donc on était quand même assez inquiets. Donc voilà, j'ai vécu assez mal cette chute, ça a été hyper difficile à regarder et à commenter. Car les images sont impressionnantes. David repart en civière avec une armada d'ambulances. Bilan, déchirure des ligaments croisés et une saison d'ores et déjà terminée. Saison terminée aussi pour Jean-Luc Crétier et blessure délicate au genou. Reprendra-t-il la compétition l'année prochaine? La question est sur toutes les lèvres et chacun y va de son pronostic. Tout le monde le voit arrêter parce qu'il est en bout de carrière et puis c'est quand même un accident grave, un genou. C'est vrai qu'il est âgé, mais il a encore le temps. On voit qu'avec de l'expérience, on est capable encore de briller. Donc, je lui ai demandé d'attendre et puis d'avoir sa réaction à froid. La décision viendra quand j'aurai sous-posé tous les éléments que j'aurai en main, c'est-à-dire le physique, le mental. Donc, ça va être tout un ensemble de choses. Il faut que je pense aussi peut-être un peu à ma famille. Vous l'avez compris, les paris sont ouverts. En tout cas, après l'hiver noir de Val Gardena, on espère tous revoir Jean-Luc, David et toute l'équipe reprendre très vite un nouveau départ. Cet homme, c'est Éric Charrier. Encore aujourd'hui, on l'appelle l'homme Otari. À chaque plongée, des moyens considérables étaient déployés, tant en matériel qu'en hommes. Plus de 40 personnes, médecins, techniciens, et avant chacune de ces plongées, 14 plongeurs se plaçaient tout au long de son parcours vers le fond pour intervenir en cas de problème. Et un problème, il y en a eu un, le 28 septembre dernier, en Corse, au cours d'un entraînement. Toutes les conditions semblaient réunies, mais Éric n'avait pas prévu le courant. Il plonge, accroché à la gueuse, mais le courant l'empêche de descendre au bon rythme. Il risque de ne plus avoir assez d'air pour remonter. Pour aller plus vite, il lâche le frein, et au seuil des 110 mètres, c'est l'accident. Autour de lui, personne ne se rend compte de rien. Il remonte seul en s'accrochant au filin. Pourtant, la douleur est intolérable. Éric s'est percé les deux pans. Cet accident de parcours l'a empêché de replonger pendant 8 mois. Il s'apprêtait à reprendre l'entraînement lorsqu'il nous a quittés prématurément. Son élément, c'était l'eau. Son but, repousser toujours plus loin les limites du corps humain. Nous poussons une apnée, nous essayons d'être le plus à l'aise possible. Et c'est vrai que nous rentrons dans un bien-être complet et on arrive à un moment donné à ne plus savoir si on est vraiment dans l'eau, quoi. Jurassic Park, grandeur nature. Et là, personne ne fait de cinéma, surtout pas Nicole Vilotto. À l'autre bout de la Terre, en Indonésie, l'île de Komodo est l'unique sanctuaire des plus grands, des plus rares et des plus dangereux lézards du monde. Là, pas de doute, ce sont eux qui font la loi. C'est l'équivalent, si vous voulez, du lion en Afrique, du tigre en Asie. C'est le plus gros prédateur
de son aire de répartition. C'est le roi de son territoire. Un territoire de 300 km² où subsistent moins de 5000 varans. On les surnomme les dragons et pour cause. Un mâle varan adulte, c'est 3 mètres pour 100 kg. Une femelle, c'est un peu plus petit, c'est dans les 2,50 m pour 60-70 kg. Ce sont des animaux qui chassent des cerfs, des sangliers, des buffles et qui, sur des très courtes distances, sont capables de rattraper le cerf à la course. Un exemple, un seul, un dragon peut avaler 30 kg de viande en 10 minutes. Ces archaïques créatures, dont l'origine remonte à 140 millions d'années, ont miraculeusement survécu au siècle et aux pires cataclysmes. Même l'homme ne leur fait pas peur. On compte à peu près une douzaine de cas de personnes mangées par des varans. Et ça, en plus, c'est les personnes répertoriées. Il y a sûrement eu d'autres cas qui n'ont pas été répertoriés. Autant dire que les habitants de l'île fuient les dragons comme la peste. Elle, c'est tout le contraire. Elle les appelle, les étudie, les photographie, les chérit, les adore. Spécialiste des reptiles, Nicole Villotto est française. Elle est la seule au monde à avoir pu approcher ces carnivores voraces, à être entrée dans l'intimité de ces prédateurs féroces. Mais comment tombe-t-on amoureuse de ces monstres? La passion pour les varans, ça remonte à une histoire d'enfant, un conte qui s'appelait Le Prince Vermeil. Et dans ce conte, il y avait un lézard vert magique qui n'était autre que Oberon, le roi des magiciens. Donc, quand j'étais gamine, j'ai commencé à courser tous les petits lézards. Et puis, avec le temps, eh bien, je me suis intéressée aux plus gros. C'est la passion, c'est sans limite. On pète toutes les frontières, sans être frappadingue, je le précise. Parce qu'il faut être prudent en même temps, tout en étant casse-cou. Ce qui n'est pas évident, il faut doser. Et elle a su doser. Mais quelle est sa méthode, sa recette pour les approcher? J'ai commencé par travailler sur une vieille femelle qui était au pied d'un arbre, en utilisant un très long bâton qui faisait plus de 2,50 m. Que j'avais frotté sur moi, sur mon corps, pour que l'animal repère mon odeur, parce que les dragons de Komodo ont un odorat 1000 fois supérieur à celui humain, vous imaginez. De plus, je prenais l'odeur de la femelle que je portais sur moi, sur mes vêtements, et ce qui fait que quand j'approchais les autres, déjà j'avais le code d'entrée, c'est-à-dire l'odeur des dragons sur moi, et eux avaient la mienne. Malgré cela, Nicole Villotto s'est quand même fait quelques frayeurs. Quelquefois, c'était très très tangent. Des fois, je me faisais courser, et j'ai failli me faire avoir quand même plusieurs fois. Mais Nicole a un don, une technique unique pour prévenir le danger. Explication. Comme j'ai un regard extrêmement mobile, ça me permet d'éviter les pires ennuis. Alors je vais vous faire une démonstration de ma mobilité de caméléon. Voilà, toc. Des yeux partout, devant, derrière, sur les côtés, Nicole peut ainsi voir venir les risques. Pourtant, parfois, c'est elle qui les prend délibérément. Je leur ai donné tous des noms. Alors, il y a Ratbag, il y a Little Girl, il y a Big Boss. Et là, ça, c'est un petit clin d'œil. Je fais un petit bisou sur la langue de Ratbag. Là, c'était la partie la plus osée du tournage. Je l'ai fait qu'une fois. Vu qu'ils se nourrissent souvent de carcasses, ils ont une salive qui est très très infectée au niveau bactéries, avec des bactéries très très virulentes. Et donc la simple morsure d'une proie suffit en général à tuer la proie. Ça pour moi c'est quelque chose qui est une hérésie ou de la folie. Hein. On peut le faire en animal en captivité, qui est né en captivité, qu'on arrive à apprivoiser comme ça. Bon, c'est quelque chose qui est faisable pour des animaux qui sont sauvages, donc dans la nature, c'est des animaux qui ont un instinct de chasseur, de prédateur. Là, je ne m'aventurerais pas à faire ça. Mais elle, rien ne l'arrête, ni les grosses bêtes, ni les petites. Son amour pour les varans de Komodo, le mot n'est pas trop fort, l'emporte sur tout. Quand je les caresse, je renoue avec la préhistoire, un rêve d'enfant. Je voulais faire du toboggan sur le dos des dinosaures, et bien là c'est quasiment. Et c'est l'amour pur, c'est magnifique. On aura compris les motivations de Nicole Villotto, mais aussi les risques qu'elle a pris, car il est impossible de prévoir les réactions des varans. Aujourd'hui, Nicole vit dans la région parisienne et n'a pas l'intention pour l'instant de repartir à Komodo. Elle récupère de ses multiples expéditions qui l'ont éprouvée physiquement. Quant aux éventuelles vocations qu'a pu susciter ce reportage, sachez que le seul endroit de France où vous pourrez admirer des dragons de Komodo, c'est le parc de Thoiry. Il y a quelques mois, 2 bébés varans y sont arrivés, un mâle et une femelle. Jurassic Park est à quelques kilomètres de chez vous. Il se fait appeler Crocodile Robbie et il a un sacré sens du spectacle. Mais ça tombe mal, les crocodiles, eux, ne jouent jamais la comédie. J'ai été mordu 26 fois en 26 ans de jeu avec des milliers de crocodiles. Une morsure par an. Je mets ma main dans leur gueule et les frappe à l'arrière. Une coupure par an et une seule. Les visiteurs se pressent dans ce parc australien pour assister aux démonstrations de cet homme qui n'a peur de rien et surtout pas des crocodiles. La preuve, il les considère comme de charmantes bêtes domestiquées, toujours prêtes à faire leur numéro pour épater la galerie.
Son spectacle est parfaitement rodé. Cela fait des années que Robert Bredail le présente sans accroc ni drame. Regardez quand je fais ça. Des bêtes de 400 kilos traitées comme de jeunes chiots. Robbie les chatouille, les irrite, il considère qu'il n'y a aucun danger. Mais il commet parfois des erreurs. Là, par exemple, il passe dans le champ de vision de l'animal. C'est un inconscient qui probablement va un peu trop loin parce qu'il y a du public autour. Pour la première fois, là, il va passer dans le champ. Là, c'est logique. L'attaque, elle se déclenche là. Voilà. Et il a beaucoup de chance qu'il n'y ait pas eu plus d'eau. Parce que s'il y a eu plus d'eau, le crocodile se retournait et pouvait l'attraper très facilement. Redoutable et rapide dans l'eau, son élément naturel, le crocodile est moins mobile sur terre. C'est ce qui a sauvé Robbie des mâchoires de cette bête, incapable de se retourner complètement hors de l'eau. Là, il est dans une position où il risque rien, le type. Là. Quand il est derrière, tel qu'il est là, au-dessus. Il risque rien parce que c'est pas dans l'eau. Parce que le crocodile ne peut pas se retourner. Et là, il est très bien placé. Pancho est l'un des plus grands spécialistes mondiaux des reptiles. Après des années d'études, il a réussi à reproduire le langage des crocodiles. Quand il les appelle, ils viennent, mais il ne va pas plus loin. La grande noblesse des reptiles, c'est que justement, il n'y a pas de reptile qui s'apprivoise. On ne peut pas considérer le crocodile comme un fauve, parce qu'un fauve, j'ai beaucoup de respect pour les dresseurs, pour les dompteurs, mais avec un morceau de viande, de la science et de la patience, vous obtiendrez ce que vous voudrez d'un lion. Vous le ferez passer à travers un cercle de feu, vous le ferez marcher sur une poutre. Avec de la viande et de la patience et de la science, vous ne ferez jamais faire ça à un crocodile. Pourquoi? Parce que d'abord, ils n'ont pas cette dépendance de la nourriture que ont, par exemple, les fauves. Quelques minutes à peine après cette frayeur, le dresseur australien a repris son numéro avec les crocodiles. Il s'en est bien sorti pour cette fois. Avec n'importe quel reptile que ce soit, il est illusoire de vouloir faire ami avec eux. Je passe mon temps à expliquer aux enfants qui viennent visiter Reptiland qu'on ne doit pas aimer les animaux. Les animaux n'ont jamais eu besoin de notre amour, ils ont tous besoin de respect. Et du respect, Pancho en a beaucoup pour les crocodiles, et ils le lui rendent bien. Car sa grande fierté, contrairement à Robbie qui exhibe ses blessures comme des trophées, c'est justement de n'avoir jamais été mordu. Ces figures acrobatiques, les pilotes les ont répétées des centaines de fois, et pourtant... 1992, Fairford en Angleterre. Ce meeting aérien est l'un des plus prestigieux du monde. Toutes les grandes puissances militaires y sont représentées. Ici, l'élite des pilotes, toutes les plus grandes patrouilles aériennes rivalisent d'audace et d'habileté. Les programmes se suivent à un rythme infernal. La démonstration des MiG-29 de l'armée soviétique est très attendue. Les MiG sont des avions de combat très performants, aussi puissants qu'agiles. Aux commandes, Sergueï Trespiovski et son ami Alexander sont bien décidés à le prouver. Mais soudain, à plus de 600 km/h, c'est le choc. Observé d'un autre angle, la scène est surréaliste. Les avions se font presque face au moment de l'impact. Tout de suite après le choc, Sergueï s'éjecte. Quelques fractions de secondes plus tard, Alexander s'éjecte à son tour à moins de 200 mètres du sol. Les MiG en flammes poursuivent leur chute infernale, menaçant le public et les installations du meeting. L'avion de Sergueï finit sa course sur du matériel, mais par chance, il ne blessera personne. Quant à celui d'Alexander, il ira s'écraser hors de la zone de sécurité, à plus de 800 mètres du public. À cet instant, personne ne peut dire si les pilotes sont encore en vie. Les parachutes descendent lentement vers le sol, et au sol justement, c'est la panique. Les secours se précipitent, mais par miracle, seuls 2 mécaniciens seront légèrement brûlés. Quant aux 2 pilotes, ils s'en sortiront totalement indemnes. Et même après le choc physique et psychologique de l'éjection dans ces conditions extrêmes, ils affichent un calme étonnant, une réaction typique pour des pilotes professionnels, au dire des spécialistes. Et un spécialiste justement en voilà un, Jacques Bottelin, pilote. Le vol en patrouille, il connaît ça par cœur. On a 2 avions séparés, avec un avion qui fait une ressource, c'est-à-dire qui sort d'une figure, d'une boucle, d'un looping, quelque chose comme ça. Un avion qui est plus bas, et l'avion qui est plus bas cabre, part en virage à gauche, et avec le bout de son aile gauche, il vient couper le fuselage de l'autre avion, juste derrière le cockpit.
On a apparemment affaire à un manque de dialogue entre les pilotes, dans la mesure où dans une patrouille acrobatique, eh bien, quand on démarre une manœuvre, le leader l'annonce. Quand on perd le visuel d'un autre avion, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus, eh bien, on l'annonce également. Et là, on a l'impression effectivement qu'il n'y a pas dû y avoir de dialogue sur la fréquence. Le vol en formation dans une patrouille acrobatique, c'est extrêmement précis. C'est quelquefois des avions qui évoluent à quelques dizaines de centimètres les uns des autres. Dans notre patrouille, c'est à peu près 2,50 m. Et j'ai même vu les pilotes qui délibérément touchaient les bidons de bout d'aile de leurs avions volontairement, ce qui nécessite effectivement une parfaite maîtrise centimétrique de la distance entre les avions. Mon sentiment sur cet accident, c'est qu'il y a probablement un manque de professionnalisme dans la préparation du vol, dans la conception, dans l'exécution du vol, pour des professionnels qui certes sont certainement des bons professionnels de l'aéronautique, mais probablement peu entraînés à la présentation. Autre spécialiste, Jacques Kryn, qui connaît particulièrement bien les avions de chasse soviétiques. Régulièrement, il emmène des chefs d'entreprise ou des avocats aussi passionnés que fortunés prendre les commandes de ces machines ultra performantes au-dessus des plaines de l'Ukraine. Alors lui, il a eu énormément de chance. C'est lui qui a eu le plus de chance dans ce coup parce qu'il aurait pu être coupé en deux dans son avion, quoi. Ça s'est joué à 20 cm près. Alors on voit ça lui coupe juste derrière le dos, le nez s'effondre et toute la séquence de stabilisation du siège et de sortie du pilote est automatique et se fait dans la seconde. Donc même si le pilote est inconscient, paf, il se retrouve au trou du parachute. Et en plus, ce qu'on dirait, c'est les conditions les plus difficiles puisque c'est vers le bas. C'est-à-dire si vous éjectez vers le haut, bon, prenez l'altitude, alors que là, ça vous éjecte vers le bas, vous diminuez donc vos chances de sécurité, votre altitude, c'est-à-dire de marge avant impact. Malgré le côté extrêmement spectaculaire de ces images, on s'aperçoit que le public n'a pas été mis en danger dans le cadre de cet accident. Et c'est bien parce qu'il y a des réglementations qui sont mises en place, qui imposent une distance minimum d'évolution par rapport au public. Et dans l'historique des meetings aériens, ça fait plus de 50 ans qu'on tient des statistiques. Il y a extrêmement peu d'accidents qui ont pu mettre en danger le public dans le monde entier. Ma conclusion sur cet accident, eh bien, c'est que les pilotes de ces 2 MiG-29 ont eu beaucoup de chance grâce à la fiabilité de leur siège éjectable. Malheureusement, pour ce qui nous concerne, eh bien, nous n'avons pas de siège éjectable à bord de nos avions, nous avons juste un parachute et on ne peut donc pas compter sur cette chance. Sir Guy et Alexander, eux, ont été sauvés par leur siège éjectable. Dès le lendemain, ils étaient en mesure de piloter à nouveau, mais malheureusement, ils ont été sanctionnés et momentanément suspendus de leurs fonctions. Base aérienne 112, à quelques kilomètres de Reims. Tous les pilotes de chasse y sont un jour passés. C'est là qu'ils sont formés sur l'un des plus redoutables avions de combat, le Mirage F1. Extrêmement puissant et performant, ce monstre d'acier est régulièrement engagé pour des missions de reconnaissance dans les régions sensibles de la planète. Ces mêmes avions de guerre les voici dans une situation inhabituelle, le vol acrobatique. 2 Mirage F1 pour une patrouille nommée Voltige Victor. Aux commandes, le lieutenant Berlinson et le capitaine Pontaillé. Pour arriver à faire une présentation propre, eh bien, il faut compter 4 mois à peu près de travail. On se sent prêt à partir du moment où on commence à se faire plaisir. Les rôles respectifs au sein de la formation sont relativement simples. Le leader a pour rôle principal en fait, de centrer sa présentation par rapport à un point central qui peut être une tribune VIP ou un car podium. Et puis le travail de l'équipier, lui, je dirais, ça va être plus le côté artistique, c'est-à-dire que lui, il va travailler l'ensemble de la patrouille et il va tout le temps essayer de garder la même place de manière à ce que les avions paraissent tout le temps l'un derrière l'autre. Une des figures les plus spectaculaires que l'on effectue au cours de la présentation va être la figure du croisement évitement qui se situe à la fin de la présentation, où là on se dirige l'un vers l'autre à une vitesse de 800 km/h à peu près, et au moment du croisement, eh bien, on incline l'avion. Visuellement, ça donne une impression que les avions sont obligés d'incliner pour s'éviter, alors qu'en réalité, eh bien, on a des distances de sécurité entre nous qui sont respectées, et en plus, eh bien, on utilise la parallaxe de manière à ce que les gens aient l'impression qu'on est à la même hauteur, alors qu'en fait, on n'est pas à la même hauteur. Le secret de cette figure, les avions suivent chacun un bord de piste. À ce moment du programme, ils sont à 50 mètres l'un de l'autre, mais la plupart du temps, ils ne sont qu'à 4 mètres l'un de l'autre. Au niveau réglementaire, il y a des figures qui sont maintenant interdites. Donc, par exemple, le survol du public est interdit. Et ensuite, il y a des distances de sécurité qui sont matérialisées au sol
qui garantissent un éloignement suffisant pour que même s'il y ait un problème, eh bien, l'avion tomberait dans une zone où le public n'est pas présent. Lorsque nous effectuons une présentation, eh bien, nous restons bien en deçà des limites des avions et nous restons aussi en deçà de nos limites à nous, de manière tout le temps à avoir une marge de sécurité qui nous permette de nous sortir de certains problèmes que l'on pourrait rencontrer en cours de vol. Tous les moyens de transport subissent des crash tests, même les avions. La preuve. Centre d'Hampton aux États-Unis, l'un des plus grands centres de recherche de la NASA, interdit au public. Les scientifiques travaillent sur l'amélioration de la sécurité dans les moyens de transport. Un secteur qui nous concerne tous et qui nécessite de nombreuses simulations, les fameux crash tests. Là, il s'agit de tester sur un petit avion de tourisme des airbags et des ceintures de sécurité. Un matériel qui a déjà sauvé des milliers de vies sur les routes. Objectif du programme, étudier leur résistance lors d'un crash aérien. Une première. L'avion est relié par des câbles à une structure métallique de 75 mètres de haut. Le compte à rebours peut commencer. 45 seconds. Des caméras ont été installées partout afin de pouvoir étudier le crash sous différents angles. La tension monte. 4, 3, 2, 1, release. Attention, préparez-vous, c'est parti. En revoyant ces images au ralenti, on comprend bien le mécanisme. L'avion atteint le sol à plus de 90 km/h. Dès le premier impact, les câbles qui le relient à la structure cèdent sous la violence du choc. Le nez de l'avion s'enfonce dans le sol, les ailes se brisent et le moteur est éjecté. Après quelques tonneaux, il finit par s'immobiliser. C'est très spectaculaire. Reste à savoir si le pilote et son passager auraient survécu à un tel crash. Grâce aux caméras embarquées dans le cockpit, on constate que la simulation a toutes les caractéristiques d'un accident de voiture. Les deux mannequins sont violemment projetés vers le tableau de bord, mais grâce aux airbags et aux ceintures de sécurité, le choc est sans gravité. Bilan, les moyens de sécurité qui nous protègent au sol sont tout aussi efficaces dans les airs. Le test est un succès. Les chercheurs du centre d'Hampton ont donc réussi leur pari. Il ne leur reste plus qu'à convaincre les constructeurs, images à l'appui, d'investir un peu plus pour équiper leurs avions d'airbags. Les sauvetages en mer n'avaient plus aucun secret pour Mark Lamb. Mais là, il s'est laissé surprendre. Nous sommes au large des côtes de Sydney, en Australie. Ces trois pêcheurs se retrouvent dans une situation extrême et très rare. Le moteur de leur bateau est noyé et le mât vient de se briser. Ils n'ont plus aucun moyen de contrôler l'embarcation. Là, ils viennent de jeter l'ancre et d'envoyer un signal de détresse. Très vite, l'hélicoptère de la police les repère et se positionne juste au-dessus d'eux. Les vagues de plus en plus grosses menacent de renverser le bateau à tout instant et rendent le sauvetage difficile. Un hélicoptère d'une chaîne de télévision est aussi sur place. Un caméraman filme toute l'action. Mark Lamb vient à peine d'atteindre l'embarcation quand soudain, il se laisse surprendre par une vague. C'est en fait à cause du creux de la vague que Mark a été projeté contre la proue du bateau. Tout de suite, le pilote de l'hélicoptère a le bon réflexe. Il reprend de l'altitude pour remonter le câble auquel Mark est attaché. Malheureusement, le sauveteur percute de plein fouet le filin de l'ancre. Les dangers s'accumulent. La situation est critique. À la surprise générale, Mark est toujours conscient et n'a pas du tout l'intention d'abandonner sa mission. Il réitère l'opération, mais la mer déchaînée l'empêche de se poser sur le bateau. De leur côté, les pêcheurs s'approchent dangereusement du bord et tentent en vain de s'agripper à Mark. Malgré ses efforts et son courage, le sauveteur se rend à l'évidence. Il ne peut pas les sauver dans ces conditions. Il faut changer de tactique. Seule solution, pour que l'hélitreuillage puisse se faire, les hommes doivent sauter à la mer. Pour leur transmettre l'information, le pilote de l'hélicoptère va réussir à établir une liaison radio avec les pêcheurs. Il leur explique la nouvelle marche à suivre. Allô Allô, c'est l'hélicoptère de la police. Oui. Seriez-vous capable, enfin, on aimerait que vous gonfliez votre canot. D'accord. Et il faudrait que vous le mettiez à l'arrière du bateau. Ok. Merci beaucoup. Les trois pêcheurs n'ont pas le choix. Ils doivent quitter le navire et sans réfléchir, ils s'exécutent. En quelques secondes, ils prennent place dans le canot de survie pendant que Mark descend à nouveau les chercher. Il leur passe à chacun un harnais de sécurité et les remonte dans l'hélicoptère. Les trois pêcheurs sont enfin sauvés. Ce jour-là, Mark Lamb s'est comporté en héros. Les trois naufragés n'oublieront jamais ce qu'il a fait pour eux, d'autant qu'une caméra était là par hasard pour immortaliser leur aventure.
Ce caribou marchait sur la rivière gelée quand la couche de glace trop fine a cédé sous son poids. Nous sommes sur la péninsule du Kenai en Alaska, une région très rude pour ses habitants, mais aussi pour les animaux qui y vivent. Doug Green et sa femme, Stéphanie, sont propriétaires d'un hôtel au bord de la rivière. Au cours d'une promenade, ils aperçoivent soudain un caribou coincé dans la glace et qui lutte pour s'en sortir. J'avais entendu dire que des caribous et d'autres animaux se noyaient dans la rivière, mais je n'en avais encore jamais vu. Voir un animal se battre comme ça, se battre pour survivre, c'est toujours très émouvant. Ça aurait été pareil si ça avait été notre chien qui était là-bas en train de se débattre. Stéphanie court prévenir les voisins les plus proches. Dans ces régions très froides, la solidarité est heureusement très développée. Très vite, tout le monde se mobilise. Un plan de sauvetage improvisé se met en place. Pour atteindre le caribou, il n'y a qu'un moyen, le canoë. Mais si l'animal panique, il peut renverser l'embarcation et son passager. La température de l'eau frôle les moins 10 degrés. Pour un homme, c'est la mort assurée. Parvenu à sa hauteur, le secouriste improvisé voit tout de suite qu'il n'y a aucun danger. Le caribou, épuisé, n'a plus la force de se débattre. Après quelques tentatives ratées, le sauveteur réussit enfin à lui passer un lasso autour du cou. Une fois cette opération accomplie, il nous fallait tirer le caribou hors de la glace. Mais là, nous savions que nous allions avoir des problèmes car le caribou avait brisé beaucoup de glace. Et de l'endroit d'où nous tirions, nous savions qu'il allait être entraîné vers le fond. Et puis, le caribou a disparu. Vous le voyez à l'image. C'était interminable. Le caribou était en train de couler. Il est resté sous l'eau pendant 10 ou 15 secondes ou plus, puis il a ressurgi de l'autre côté. Quand il a ressurgi de l'autre côté, il a dû casser la glace pour pouvoir remonter. Et là, nos cœurs battaient à plus de 100 à l'heure. Les gars ont explosé de joie. C'est comme si on avait gagné un match très important. Le caribou est complètement gelé, mais il est en vie. Quelques minutes seulement après son aventure, il a repris le chemin de la forêt et on ne l'a plus jamais revu au bord de la rivière. Ces fous volants sont en fait des motards un peu particuliers. Ils pratiquent le freeride. Leur plaisir, faire de la moto partout où cela devrait être impossible et s'envoler sans elle. Pour ça, ils vont au bout du monde. Le voyage commence plutôt confortablement. Limousine, jet privé, puis hélicoptère jusqu'à une destination soigneusement choisie, le plus loin possible du monde civilisé. Mais au fait, le freeride, c'est quoi? Le freeride, c'est un peu une discipline parallèle au supercross. Sauf que ça se passe en dehors de circuits fermés, ça se passe dans la nature, c'est la liberté totale. Les freeriders veulent un peu sortir du système, créer leur monde à eux. Donc on a à peu près une petite dizaine de pilotes à pratiquer le freeride en France. Et c'est un mouvement qui se développe bien et qui plaît à tous les adolescents. Cette fois, ces motards casse-cou ont atterri en plein désert d'Afrique du Sud. Les dunes de sable leur servent de rampe de lancement pour des sauts spectaculaires. On peut aller de l'ordre de 6 à 10 mètres de haut, c'est-à-dire c'est très haut, et puis entre 30 et 40 mètres de long. On se prend pour un oiseau, c'est génial. Et pour aller si haut et bien retomber sur ses deux roues, rien n'est laissé au hasard par ces motards rebelles qui s'appellent entre eux les sales démons de la crasse. L'assaut se passe en plusieurs étapes. Donc l'appel, on arrive avec une prise d'élan plus ou moins longue, tout en accélérant. Juste avant de décoller, c'est là que se passe le plus important du saut. Donc c'est là qu'on décide quelle figure on va effectuer et tout ça. Et suivant le positionnement des pieds, l'assiette de la moto, on peut effectuer la figure. Ensuite, en l'herbe, on se laisse un peu planer. Il y a quelques pilotes qui se disent « Oh là là, ça va être la catastrophe à la retomber ». Donc je lâche l'outil, c'est-à-dire la moto, et je retombe à côté. Vaut mieux des fois parce qu'ils peuvent se fracasser et se faire prendre. Et pour se protéger, genouillères, bottes, casques et combinaisons renforcées. Amateurs s'abstenir. Faut faire plutôt attention, quoi. C'est pas conseillé à tout le monde, faut quand même avoir un peu d'expérience. C'est un peu comme le hors-piste en ski ou en snowboard. Et ils sont prêts à tout pour de nouvelles sensations. Chez eux, dans le désert californien ou en Afrique du Sud, rien ne les arrête, rien ne leur fait peur.